Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. Lors d'une après-midi d'automne, Émilie roule en scooter à travers une route sinueuse à travers la forêt, avec son amie Jasmine qui est assise à l'arrière. Il y a de cela 3 jours, Jasmine avait repéré un vieux scooter Vespa en vente pour environ 3000 $. Bien que l'état global du scooter soit à désirer, le vendeur avait dit à Jasmine que l'engin marche bien. L'homme en question se nomme Mathieu, 70 ans, et vit seul dans une ferme isolée, à l'écart de la ville. À environ 25 km. Une fois arrivée, Émilie s'arrête dans la grande grange où se trouve l'homme. À droite de lui, le scooter Vespa. Autrefois gris, le scooter est désormais rouillé de toutes parts. Et honnêtement, Émilie s'étonne que sa meilleure amie veuille acheter un scooter dans un tel état. « Bonjour, jeune femme. C'est bien vous, pour le scooter? » demande chaleureusement l'homme, malgré sa voix tremblante. « Oui, c'est nous, » dit Émilie en retirant son casque, alors que son amie fait de même et descend du scooter. Jasmine et Émilie s'approchent et regardent le scooter. Malgré sa décrépitude avancée, il semble être en état de pouvoir rouler. La seule chose qui semble être en bon état, sont les pneus noirs, tout-terrain. Presque neufs. Toutes les pièces sur ce scooter sont d'origine. Même, le crankshaft. Émilie est sceptique. Émilie, vous avez ce scooter, depuis combien de temps? J'ai ce scooter, depuis 84 ans. Tout comme ce scooter, j'ai connu et vécu l'époque du Troisième Reich, répondit l'homme avec assurance et fierté. Incroyable, lâche Jasmine, vieillard. Vous savez, avec un entretien constant et régulier, tout en respectant les recommandations du fabricant, les scooters peuvent perdurer très longtemps avec les années. J'ai acheté ce Vespa, à quand j'avais votre âge. Jasmine demande à l'homme, s'il est possible de faire un essai et l'homme accepte. Sa grange est grande, trop grande. Il y a amplement de place pour l'essayer. Jasmine prend place sur le Vespa et tourne la clé dans le contact. Avec étonnement, les deux filles constatent que le moteur part du premier coup moteur. Jasmine met les gaz et le scooter avance. Émilie s'avance vers le vieil homme. Émilie, est-ce qu'il y a quelque chose dont nous devons savoir, à propos de ce scooter? L'homme se tourne vers Émilie. Son regard a changé. Il est plus direct, presque oppressant. Oui, jeune fille, répondit l'homme sans hésiter. Si vous les voyez, ne les regardez pas. Sinon, vous marcherez avec eux pour l'éternité. Émilie le regarde avec scepticisme. Qui diable, peut-il bien parler? Elle n'y porte pas attention et Jasmine s'arrête près d'eux. Son visage exprime une joie inexplicable, alors qu'elle coupe le moteur et descend. Je vais l'acheter, déclare Jasmine avec enthousiasme. Jasmine, vous aviez bien dit, 3000 $, n'est-ce pas? Oui, jeune fille. C'est bien cela. Jasmine fouille dans son sac banane et en sort une petite enveloppe, qu'elle tend à l'homme. Le vieillard sourit en voyant que le montant est exact. Il est à vous désormais. Les bons comptes font les bons arrangements, dit le vieillard. Les deux filles remerciaient chaleureusement l'homme, alors que Jasmine est déjà assise sur le scooter, casque sur la tête. Les deux adolescentes démarrent et quittent la demeure. Jasmine, elle, est contente. Trop contente. Le moteur gronde sous elle tandis que Émilie roule à ses côtés. Elle aussi est heureuse pour son amie. Les deux filles roulent sur la route sinueuse à travers la forêt, le vent fouettant leurs cheveux. Émilie jette un œil à son compteur. 90 km/h, 68% de batterie restante. Les deux filles s'arrêtent de retour en ville, les filles font le plein du scooter dans une station-service Shell. Le néon au-dessus de la pompe grésille légèrement, projetant une lumière froide et instable. Le bruit du carburant qui s'écoule dans le réservoir du Vespa résonne dans le silence du soir. Jasmine tient le pistolet, concentrée. Tout est normal, trop normal. Comme d'habitude, Émilie se fait niaiser sur le fait que son scooter prend beaucoup plus de temps à recharger, contrairement à un scooter à essence. On repart dès que t'as fini, dit Émilie en jetant un coup d'œil autour avant de rediriger son attention sur son cellulaire. Jasmine, ça dépend si on doit rester pour recharger, hein? Émilie lui fait un sourire forcé. Jasmine fixe le compteur. Les chiffres défilent. Trop en temps normal, un scooter contient en réservoir d'environ 15 litres. Mais là, le chiffre dépasse 50 litres.
aucune fuite au niveau du réservoir. Puis, une sensation, soudaine, violente. Quelque chose attrape la main de Jasmine. Sa main libre, une poigne ferme, glaciale. Jasmine sursaute et le pistolet manque de lui échapper. Elle tournant la tête et se fige. Son visage perd toute couleur. Un soldat allemand de la Wehrmacht se tient derrière elle, le crâne entièrement décharné, comme un squelette. Il porte un uniforme militaire de 1945, sombre, sale et terreux. Comme s'il venait d'être déterré. Comme s'il n'aurait jamais dû être là. Jasmine lâche le pistolet. Il heurte le sol dans un bruit métallique. Mais elle ne réagit même pas. Elle est pétrifiée, incapable de bouger, incapable de respirer. La main glaciale est toujours serrée autour de la sienne. Bien réelle, trop réelle, pour être une simple hallucination. La seule manière d'expliquer cette photo, c'est que le soldat en question était sous l'effet de la pervitine, une drogue utilisée par les soldats du Troisième Reich. Une substance capable de supprimer la douleur, d'effacer la fatigue et de maintenir un homme éveillé et opérationnel pendant 2 semaines sans manger ni dormir. Dans cet état, le corps n'obéit plus aux limites humaines. Alors oui, le fait qu'il soit encore debout, n'a rien d'impossible. Ce n'était probablement plus lui. Juste les derniers signaux électriques de son système nerveux. Le soldat penche lentement la tête. Un mouvement saccadé, contre nature. Puis sa mâchoire se met à bouger. Dans un craquement sec, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des décennies. Une phrase en sort, courte mais glaciale, presque un murmure. Au nom du Troisième Reich, nous marcherons pour servir notre Führer. Puis, le contact disparaît d'un coup. Jasmine recule violemment, comme libérée. Y a quelqu'un. Sa voix explose dans la station vide. Émilie sursaute. Émilie. Quoi, Jasmine? Y a personne. Mais Jasmine tremble. Ses yeux balayent l'espace. Affolée, désespérée. Jasmine était là, il était juste là, Émilie. Elle regarde sa main, encore glacée. Il m'a touchée, dit Jasmine d'une voix tremblante. Un silence lourd prend place. Émilie secoue la tête. T'es en train de te faire peur toute seule, t'écoutes trop de films, sérieux. Mais Jasmine ne l'écoute déjà plus. Son regard dérive vers quelque chose qu'Émilie ne peut pas voir. Puis elle murmure, presque pour elle-même. Il m'a vu, et maintenant, il sait. Émilie secoue la tête, n'y croyant pas un traître mot. En quittant la station-service, et roulant dans les rues peu bondées. Jasmine entend des voix dans un allemand ancien. Des ordres criés, des murmures, et surtout, un discours fanatique d'Hitler. Un discours sur la propagande nazie et la supériorité de la race allemande. Jasmine serre le guidon. Elle tente d'ignorer les voix, mais sans succès. Sur les trottoirs, elle voit le soldat au visage décharné qui la regarde. Émilie, il est là, juste là, crie Jasmine. Émilie. Y a personne, bordel. J'y vois pas le moindre soldat. Sur le bord de la route, Jasmine aperçoit une trentaine de soldats allemands qui marchent en rang. Certains soldats se retournent vers Jasmine. Jasmine panique et accélère et Émilie perd rapide Jasmine de vue. Le reste de l'après-midi se déroule dans la tension, car Émilie tente de retrouver son amie. Elle ratisse les rues mais sans succès. En début de soirée, Émilie arrive à la maison de Jasmine espérant la trouver ici. En entrant dans le garage, elle voit Jasmine. Elle est assise contre le mur, les genoux ramenés contre elle, les bras serrés autour de ses jambes. Son regard est fuyant, instable. Son scooter est à droite, phares allumés mais le moteur est éteint. Émilie. Jasmine. Bordel. Où étais-tu passée? Je t'ai cherché et appelé pendant des heures. Un silence. Jasmine éclate de rire. Un rire nerveux, tremblant. Tu les vois pas? Murmure-t-elle. Émilie se fige. Voir quoi? Demande Émilie. Jasmine tourne lentement la tête vers un coin de la pièce. Ses pupilles sont dilatées, figées. Jasmine. Là, ils sont là. Sa voix change, plus basse, presque étrangère. Jasmine. Ils sont partout. Ils bougent pas, mais ils sont là. Un frisson glacial parcourt le dos d'Émilie. Elle regarde autour d'elle. Rien, juste le garage. À gauche du scooter, au sol, se trouve une photo qui est tombée du scooter. Émilie s'approche, se penche et la ramasse. Le soldat sur la photo a le crâne entièrement décharné, comme un squelette figé dans une pose humaine. Pourtant, il porte un uniforme militaire, des munitions autour du cou, une mitrailleuse l'ours dans la main droite et autour de lui,
d'autres silhouettes se tiennent en arrière-plan. Flou, déformé, comme si l'image refusait de les montrer clairement. Sur le coin supérieur gauche une inscription. 1943, Zuffenhoffmann, 18 ans, front du Nord. Soudainement, Jasmine recule brusquement, plaquant son dos contre le mur comme si quelque chose s'approchait d'elle. Non, non, me regarde pas, murmure-t-elle en tremblant. Ses mains se lèvent devant son visage, comme pour se protéger. Jasmine, y a rien, insiste Émilie en se levant. Mais Jasmine hurle. Ils ont pas de visage. Crie Jasmine, alors que sa respiration devient saccadée. Elle pointe le vide, les doigts tremblants. Jasmine. Ils marchent, lentement, comme dans la forêt, je les entends. Émilie, je les entends. Un bruit sourd résonne. En se retournant, Émilie les voit. Les soldats. Les marcheurs du Troisième Reich nazi. Émilie en reconnaît rapidement un. Celui au crâne décharné. Le même que sur la photo qui est tombée sur Vespa. Zuffenhoffmann. Émilie, pétrifiée, lâche la photo tandis que les soldats marchent lentement vers elle. Ils ne portent pas attention à Émilie, mais bien à son amie. Jasmine se débat et panique, tandis que des soldats lui maintiennent les mains et le à-tête. Un soldat massif s'avance et lui agrippe la peau du front. Lentement, à l'aide d'un couteau il lui fait une profonde coupure, avant de commencer à lui retirer la peau du visage, à main nue. Jasmine crie de douleur alors que sa peau est lentement arrachée dans un bruit humide, élastique et collant. Non, non, ça fait mal, Émilie, crie Jasmine de douleur alors qu'un soldat lui retire les yeux, un par un. Les cris et hurlements de sa meilleure amie se transforment en râles gutturaux. Une fois la peau retirée, le soldat la laisse tomber au sol dans un claquement humide. Émilie est figée de peur, le visage de Jasmine est totalement décharné et ensanglanté. Jasmine convulse de manière incontrôlable pendant de longues secondes. Dans un dernier souffle, elle dit le nom d'Émilie et s'arrête de bouger. Émilie est figée de peur, alors que les soldats se tournent vers elle, Émilie monte sur son scooter et quitte les lieux. Durant les heures suivantes, la police se trouve au domicile de Jasmine. Le Vespa n'est pas là. Seule la peau du visage de Jasmine est au sol. Émilie, elle, a été interrogée par les enquêteurs mais elle était trop terrifiée pour parler. Considérant qu'elle n'était pas l'auteur du crime, elle a été relâchée. 2 jours plus tard, Émilie se rend chez le vieillard qui a vendu le scooter. Elle entre dans la grande et elle le voit. Il est là, immobile sur une chaise berçante en bois. À sa droite se trouve le Vespa, moteur éteint. Émilie roule et s'arrête à moins d'1 mètre. Elle éteint son scooter et en descend. Sa voix claque dans l'air. Vous saviez pour qui il allait arriver. Hein, lâche Émilie pleine de colère. Vous saviez ce que c'était. Vous saviez ce que ça allait faire. Le vieil homme ferme les yeux. Je savais qu'il reviendrait un jour. Un frisson traverse Émilie. Et vous avez quand même vendu ce scooter. Je ne l'ai pas vendu. Il ouvre les yeux. Son regard est lourd. Je l'ai transmis. Un silence. Puis il ajoute, presque dans un murmure. Comme il me l'a demandé. Il désigne une vieille table qui est juste à sa droite et tapote du doigt un photo qui s'y trouve. Émilie s'approche lentement. Elle reconnaît la photo. Celle du soldat haut, le crâne décharné. Un frisson lui traverse le corps. Émilie. Qui c'était? Un silence. Puis, le vieillard répond. Zuffenhoffmann, mon camarade. Sa voix est presque un souffle. Émilie se fige. C'est vous qui avez pris cette photo. Oui, il ferme les yeux un instant. Comme pour revivre la scène. 1945, tout s'effondrait, mais lui. Sa voix tremble légèrement. Lui tenait encore debout. Un frisson parcourt Émilie. Comment? La drogue, la guerre, et surtout, ce qu'ils sont devenus. Un silence. Puis il reprend. Il n'était déjà plus vraiment vivant. Émilie déglutit. Émilie. C'est n'importe quoi. Comment peut-il être debout alors qu'il n'a pas de visage? Le vieil homme baisse les yeux. Ses mains tremblent légèrement. Vous ne comprenez pas, murmure-t-il. Émilie le fixe, le souffle court. Émilie. Alors, expliquez-moi. Un silence. Puis, le vieillard relève lentement la tête. Son regard est ailleurs, perdu dans un souvenir. Sa voix est plus grave. Zuffen. L'ai vu. Je l'ai vu continuer à tirer, même sans visage. Il avait pris de la pervitine, une drogue du Troisième Reich qui permet à un soldat de se battre pendant des semaines endormi sans manger ni même de ressentir la douleur. Son visage,
n'était déjà plus un visage. La peau arrachée, les orbites vides, sa voix tremble légèrement. Et pourtant, il tenait encore la mitrailleuse. Il tirait, sans s'arrêter, sans hésiter, comme une machine. Il ne voyait plus. Il ne ressentait plus. Il se fiait uniquement à ma voix. Émilie reste figée. Je lui criais, ou tirer et il obéissait. Immédiatement, comme si quelque chose en lui refusait de mourir. La drogue du Reich coulait à flot dans ses veines. Émilie recule légèrement, terrifiée. Et le scooter? Demande Émilie. Le vieil homme esquisse un sourire triste. Il me l'a confié, juste 1 heure avant l'affrontement contre les Russes. Il m'a dit de le garder, de le faire rouler, de ne jamais le laisser mourir. Émilie recule légèrement. Pourquoi? Demande Émilie. Parce que les fanatiques du Reich comme lui et moi, continueront à marcher et servir le Führer pour l'éternité. Et ce, même dans la mort. Nous sommes, les derniers marcheurs du Reich. Un lourd silence prend place. Puis, un bruit se fait entendre, derrière Émilie. Le moteur. Elle se fige. Lentement, très lentement, elle tourne la tête. Le Vespa est là, seul. Moteur allumé. La lumière avant tremble légèrement. Comme une respiration. Des pas, lents, synchronisés, de plus en plus proches. Émilie ne bouge plus. Son regard se perd dans l'obscurité derrière le scooter. Des silhouettes apparaissent. 1, puis 2, puis des dizaines. Immobiles. Ils arrivent, murmure le vieillard. Mais sa voix a changé. Elle est plus creuse, plus lointaine. Émilie se retourne brusquement. Le vieil homme est toujours assis. Mais son visage et sa peau semblent se relâcher. Comme un masque, ses yeux la fixant. Vide. Un craquement. Dans la main d'Émilie. Elle baisse les yeux. La photo. Le soldat. Encore plus proche. Presque hors du cadre. Un souffle. Juste derrière elle. Émilie se fige. Ses doigts tremblent. Ses jambes refusent de bouger. Puis, un pas. Malgré elle. Le moteur du Vespa rugit légèrement. Comme une invitation. Plan large. La grange. Ouverte. Vide. Le Vespa n'est plus là. Au sol. La photo. Abandonnée. Silencieuse. Le soldat n'y est plus. Dans le lointain. Sur la route. Un scooter roule. 2 silhouettes de Südjasminitzufen. Immobiles. Rigides. Et derrière eux, dans l'obscurité de la forêt, une colonne avance. Lente. Synchronisée. Sans fin.